Bonsoir à tous et bienvenue à ces journaux. Les dysfonctionnements au gouvernement Sama Lukonde Nicolas Kazadi, ministre des Finances, serait impliqué dans la mise en service d'une structure dénommée Brigade d'appui aux services financiers qui fonctionne en illégalité. Commentaire de Philippe Mvoupi. Une structure sortie de nulle part et dénommée Brigade d'appui aux services financiers, Brazzefin en sigle. Cette structure fonctionne en toute illégalité dans le province, ce qui a poussé le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Okito, par un message phonique daté du 9 février 2022, à mobiliser tous les services de sa tutelle, gouverneur de province, Police nationale congolaise, Agence nationale des renseignements et Direction générale des migrations à mettre hors d'état de nuire toute personne détentrice d'un document au nom de ces dites structures. L'arrêté ministériel numéro CAP-2013-2014-B du 20 février 2013, dont c'est prévaloir le détenteur au contrôle fiscal des impôts, droits, taxes et redevances au nom des finances, être déclaré faux et inexistant. De ces faits, les détenteurs devront répondre devant les instances judiciaires compétents pour les cas spécifiques de la province du Sud Kivu. Un avis de recherche du commissariat provincial de la police a été lancé depuis le 5 février 2022 afin de traquer tout agent et cadre posant des actes ou opérant sur le terrain pour la Brazzefin, dont l'existence juridique n'est pas reconnu par les autorités compétentes. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, serait-il impliqué dans la mise en service de cette brigade dont ces agents sont accusés d'escroquerie, usurpation de fonctions publiques, faux et usage de faux et concussion? Difficile à dire. On sait néanmoins qu'en novembre 2021, le ministre des Finances avait signé un ordre de mission dépêchant entre autres Gilles Alinguete, le patron de l'inspection générale des finances, Christophe Bitassimwa, secrétaire général aux finances, et Luison Kulungu, son conseiller juridique, pour vérifier l'installation et le fonctionnement des Brazzefin dans les provinces de Nord Kivu et du Sud Kivu. Cela prouve que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, avait donné un saut politique au fonctionnement de cette brigade qui redoute Daniel Asselo. Voilà une contradiction qui étale au grand jour les dysfonctionnements qui minent le gouvernement Sama Lukonde avec le ministre qui lance des initiatives sans au préalable soumis le dossier au Conseil de ministres. Scandale à la société cominière. Cette entreprise minière de l'État congolais vend ses parts aux entreprises privées. Une question orale et débat à l'Assemblée nationale a été déposée par le député Mbemba Epenga pour en savoir plus sur ces dossiers. Suivez. Par un document déposé au bureau de l'Assemblée nationale, le député national Bemba Ebenga Nanou adresse une question orale avec débat au directeur général AI de la cominière conformément à la Constitution et aux dispositions de l'article 170 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. D'après nos sources, cette société d'État partage 90% de sa part au ministère du portefeuille et 10% au CNSS. Mais elle a vendu 60% à 350 000 $ à Aves Mineral, la société d'un certain Simo, patron de l'hôtel du fleuve. Et cette entreprise privée a comme avocat Guy Luando, un des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Celui-ci gagne 4 millions de $ comme honoraire. Ce qui est étonnant, Zing Ltd, à son tour, veut racheter 25% auprès des AVZ Mineral à 35 millions de $, ce qui dénonce ce député national, auteur de cette question orale. Père à suivre. Retrait du passeport ordinaire de Zoé Kabila par la DGM, le frère de Joseph Kabila, ancien chef de l'État, a récupéré jeudi son document d'identité délivré par l'État à l'ANER. Commentaire signé Becky Mbelou.
Zoé Kabila, frère de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, a récupéré son passeport ordinaire après échange de moins de 2 heures du temps avec l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANER. D'après nos sources, le contenu de l'échange n'est pas encore révélé, mais on parle de la discussion dans un contexte convivial. Rappelons que l'ex-gouverneur du Tanganyika et frère de Joseph Kabila a été empêché de voyager mercredi. Il devrait se rendre en Afrique du Sud pour rejoindre sa famille qui s'y trouve depuis 2 mois. Son passeport a été retiré par le numéro 1 de la Direction générale de migration de GEM sur ordre de dirigeant de l'ANER. Et c'est à la veille de l'incident qu'il a récupéré son passeport. L'imitation politique en République démocratique du Congo au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat laisse certains observateurs perplexes. Que peut-on retenir de cette habitude de politiciens congolais? Tentative de réponse dans cet élément de Philippe Voupi. Ce que les gens disaient, que la majorité elle est factice, aujourd'hui nous avons démontré qu'elle existe et elle est réelle. D'ailleurs, le vendredi, vous verrez tous nos députés à nos côtés pour réaffirmer justement leur appartenance au FCC. 338 élus ainsi que le sénateur, membres du FCC, sont acquis à la cause très noble que votre Excellence défend. Face au climat politique actuel, nous sommes sereins et déterminés à rester unis au sein de notre famille politique en tant que FCC. Combien de fois ces politiciens ont-ils renouvelé leur loyauté à Joseph Kabila? Où sont-ils aujourd'hui? Ils sont actuellement dans l'union sacrée où ils continuent leur habitude. Ils ont gardé le même texte du discours et l'actualisé en remplaçant le nom de Joseph Kabila par celui de Félix Tshisekedi. Mais dont le contenu du texte reste le même. Nous réitérons notre loyauté. Nous réaffirmons notre soutien au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce le peuple peut-il compter sur de telles politiques qui ne respectent pas leurs engagements? Pour d'aucuns, les dernières mutations politiques en République démocratique du Congo au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat laissent tous les observateurs perplexes. Tout se passe comme si on pouvait changer des vestes en plein jour sans aucune conséquence de la part des électeurs. On peut dire que ces gens sont sans conviction. Ils peuvent quitter un camp politique et rejoindre les camps opposés sans explication et sans honte. Ces comportements démontrent que le système politique actuel favorise les intérêts privés au lieu de l'intérêt national. Une brève dans ces journaux. Vivement 2023, le coordonnateur de la cellule d'implantation du parti Ensemble pour la République, Olivier Kamitatou, a bougé son fief à Boulungu, dans la province du Bandundu. 1 million d'adhérents et d'un défi à relever par Moïse Katumbi. L'Ouganda doit payer à la République démocratique du Congo plus de 325 millions de dollars américains pour l'ensemble de préjudices causés au pays de Lumumba lors de son agression de 1998 à 2003. Tel en a décidé la Cour internationale de justice. Commentaire de Justin Magnongo. Pour avoir agressé la République démocratique du Congo de 1998 à 2003, l'Ouganda vient d'être condamné à payer à la RDC plus de 325 millions de dollars américains en guise de réparation. La Cour internationale de justice estime que le pays de Yoweri Museveni Kaguta avait exécuté entre 10 000 et 15 000 civils congolais durant ces années d'occupation. À en croire la dite Cour, ces montants devraient être payés par 5 tranches de 65 millions de dollars américains à dater du mois de septembre 2022. Du côté des victimes ainsi que de la société civile, on estime que ces montants s'avèrent dérisoires par rapport aux préjudices causés par cet État agresseur. Dans un communiqué, la République ougandaise annonce qu'elle rejette en bloc cette décision qui les cloue au pilori. Plusieurs observateurs avertis prédisent déjà une bataille rude dans les jours à venir
entre les deux États en conflit ainsi que la communauté internationale autour de l'application de ces jugements. Qui vivra verra. En dehors de la République démocratique du Congo, quelques jours après la réouverture de frontières entre le Rwanda et l'Ouganda, le président rwandais Paul Kagame a devant son Parlement annoncé la normalisation de relations avec le Burundi, une annonce accompagnée d'un message étonnant. Commentaire. Quiconque nous souhaite la guerre, nous la lui donnons. C'est le message étonnant du président rwandais Paul Kagame devant son Parlement, un discours tenu de près de 50 minutes lors duquel il a parlé de sécurité régionale et surtout de relations du Rwanda avec ses voisins. Il poursuit, ce que nous espérons, c'est la paix pour notre pays, pour la région et pour tous. Mais pour ceux qui veulent la guerre avec nous, nous sommes prêts à nous battre. Nous avons une armée qui est entraînée à le faire et qui le fait bien, que ce soit ici. La République démocratique du Congo, dans la ligne des mires de Kagame, s'interroge d'aucuns. Ainsi donc, tout semble aller bien dans le meilleur du monde. Mais alors, à qui donc le président rwandais dit-il vouloir faire la guerre? Pour rappel, Paul Kagame avait protesté contre son exclusion de l'accord militaire entre Kinshasa et Kampala. L'opération conjointe des FARDC et de l'armée ougandaise dans l'est de la République démocratique du Congo relèverait, selon le président rwandais, de la sécurité de son propre pays. Kagame avait dénoncé début février le fait que le rebelle des forces démocratiques alliées ADF en sigle continue d'agir en toute impunité. Selon lui, il existe un lien entre les ADF, les FDLR et plusieurs autres groupes terroristes armés. Et Kagame déplore ainsi que certains proches des rebelles du M23 sont au gouvernement à Kinshasa ou vivent en République démocratique du Congo. Mais alors que la RDC et l'Ouganda ne cessent de se rapprocher, le Rwanda risquera-t-il de mettre à mal son désenclavement diplomatique en lançant les hostilités contre la République démocratique du Congo? En tout cas, le propos de Kagame ont suscité une grande colère en République démocratique du Congo, même si sa relation avec le président Tshisekedi est au beau fixe. À Kinshasa, drame de Matadi Kibala, les corps de victimes ont été exposés ce vendredi 11 février au stade Vélodrome dans la commune de Kintambo en présence de plusieurs personnalités pour être inhumés au cimetière des Mingadi. Reportage signé Jojo Mulumba et Jocelyne Luanga. Consternation, émotion et regret lors des derniers hommages rendus à toutes ces victimes au stade Vélodrome de Kintambo, en présence de plusieurs autorités du pays, notamment le Premier ministre et certains membres de son gouvernement, ainsi que le gouvernement provincial. Le gouverneur de la ville, Jean Tiningobila, a annoncé que toutes ces obsèques et inhumations ont été prises en charge par le gouvernement et une enveloppe de $5,000 américains a été remise à chaque famille comme soutien pendant ces temps difficiles. Dans ce discours d'hommage aux victimes, le patron de la ville a traduit toute sa compassion aux familles de victimes bien avant de se montrer trop intransigeant envers les différents marchés pirates à Kinshasa. Il a par ailleurs promis de s'impliquer personnellement pour le faire délocaliser vers les endroits appropriés. Prenons la parole pour sa part, le représentant des familles des victimes a remercié l'engagement du gouvernement, tant national que provincial, pour sa prise en charge totale des obsèques et quelques gestes de reconnaissance manifestés envers elle. Quelques membres de familles des victimes s'expriment. sebele makambo na sima na bango babandaki kobika mpona moko na moko bandaki kosende prier. C'est ainsi que tozali koloba kotelemela leta na biso azwa responsabilité na ye ya koendommage libote nyonso na biso affaire ya bisika ya kobakisa bato atekaka makambo mpe atika responsabilité ya bamakoteka bamakambo na maboko bakutimie. C'est pour cela que continuer le col à la costa et à Momo, les azos qui pétaient n'importe où à côté de nous.
papa azalaka te mama mpe ye wana okende bana batikatikaka bango leta azwa charge ya bana wana bamosu baza na mibali te bamosu bazoselebria batiki bana kozela kozoya Il faut noter que c'est à 12h45 que la levée du corps a eu lieu en direction du cimetière de Mingadi. Rappelons qu'ils étaient au nombre de 25 personnes, dont 23 femmes et des hommes morts par électrocution le mercredi 2 février au marché pirate de Matadi Kibala suite à la coupure d'un câble électrique haute tension. Que leurs âmes reposent en paix. Encore une brève à ce journal. On signale à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Il n'y a pas moyen de récupérer de prévenus dans le parquet plus d'une semaine après, pour cause tous les véhicules de convoi du CPRK en panne et un problème de carburant, de l'eau potable, une denrée très rare d'après nos sources. En province, le détenu de la prison centrale d'Arou, dans le territoire portant le même nom au nord de la ville d'Ebounia, chef-lieu de la province d'Elituri, traverse une situation critique. Ils vivent actuellement en dessous de la malnutrition dans cette maison carcérale. Suivez. Les détenus de la prison centrale d'Arou en territoire portant le même nom dans la province d'Elituri souffrent de la malnutrition, pas de soins ni de médicaments. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Vous pouvez les constater grâce à ces images amateurs. Une situation déplorable que traverse le détenu de cette maison carcérale. Toza sous la troisième alerte, tozali na prison centrale ya Aru, bino moko bandeko bomona situation ya ba prisonnier. Est-ce que na Aru tozana ba député to tozana ba député te? Oyo nyonso ezali ba électeur na bino. Président okoza na maloba olo ba moke na ba prisonnier boza ko bika bango ndenge nini etala bango eza mabe. Vraiment moyeza te biso tozali na ba prisonnier wa boye ki sezali te talaka ndenge na makambo yango yango ka pe na journal lelo tozali pe na matanga wa biso chaque semaine il fallait que tozala na biso na bembe na ndako na prison. Lelo pe lisusu ndenge tozali na ngoyo ebembe moko deja yuti kokufa talaka itana bato oyo tozali na bango awa tozali awa na député te tozali atana motu oyo kobaki soutenir biso na kati na mboko Aru ezali te ata ba vote oyo biso tozo voter na bango motu na motu ka atika koyeba libumo na esuka ko biso bino moko bota la forme na ndenge bato tozali na bango awa. Il est à noter que cette situation est observée dans plusieurs centres pénitentiaires se trouvant dans plusieurs villages en République démocratique du Congo. À présent, l'invité du journal. En ce qui concerne les avantages des mandataires, toute violation, je voulais dire, sera réprimée par voie judiciaire. Nous n'hésiterons pas de saisir la justice pour réprimer. Nous en appelons au respect pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État. Le Conseil d'État a rendu un arrêt qui est clair, qui dit que les mandataires actifs, c'est-à-dire la direction générale, ils ont droit aux émoluments, aux jetons de présence, au transport, soins de santé, primes de bilan, tout ce qu'on donne, tous les droits que nous avions trouvés. S'agissant des mandataires non actifs, ils n'ont droit qu'aux jetons de présence. En dehors des jetons de présence, il n'y a rien. Ça, ce sont des lois de la République. Donc, la direction générale qui osera payer aux mandataires non actifs des droits autres que les jetons de présence, nous allons qualifier ça comme étant un acte de mégestion, pourquoi pas un détournement des deniers publics, et nous saisirons immédiatement la justice pour réprimer. Nous tenons au redressement de ces entreprises qui sont en fait une propriété commune. Dernière question. Pourquoi la publication des rapports Cohydro, Régie des eaux et autres tard? Je vis l'Azado en appelé, les autres ONG. Je vous informe que les rapports Cohydro est terminé, les rapports Kobil est terminé,
les rapports Régie des eaux est terminé. Tous ces rapports, nous avions tout d'abord privilégié la voie de déposer ça auprès du ministre du portefeuille qui a compétence pour tirer les conséquences. Alors, nous ne savons pas, voilà, d'ailleurs c'est ça la raison de tout ce qu'il y a comme problème aujourd'hui. Nous avions dit que nous avions transmis des rapports, il n'y a pas de réaction, nous rappelons, ça fait problème. Est-ce que ça doit faire problème quand on rappelle à une autorité, peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'elle a oublié, elle a beaucoup de choses à faire. C'est de rappeler qu'il y a des rapports qui font état de faits graves qu'on a demandé à l'autorité de prendre des dispositions qui s'imposent. Est-ce que c'est vraiment mal fait de rappeler à une autorité de faire son travail? Donc ces rapports attendent les dispositions de l'autorité de tutelle. Oui, mais ces rapports seront déjà à la disposition de la justice et vous serez progressivement informés comme la justice s'active. Vous savez, les problèmes, quand on a déjà transmis à la justice, nous perdons la possibilité de dévoiler les contenus. Mais la justice s'active déjà pour mettre en place les mécanismes pour barrer la route à cette prédation qui a été constatée. À ce jour, il ne nous reste que les rapports sur la gestion de la gécamine, dont les travaux se sont terminés hier et nous aurons encore quelques jours pour finaliser avant de dire exactement qu'est-ce qui a été constaté. Aujourd'hui, aux arrêts, nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veille que dans notre pays, on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport, la décision effectivement revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ces ministères ou à ces ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle aient les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur du contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions positives et des sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, fait. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Quels sont les faits qui ont été reprochés aux responsables de l'ex-ONATRA?
nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire qu'il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-Sonatra, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initiaux par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cette hauteur-là devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation. Les conseils d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Qu'est-ce que le chiffre? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'un paiement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriérés de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà pourquoi nous avions demandé tout d'abord à l'autorité des tutelles de prendre les dispositions qui s'imposent face à une telle prédation. Faute de les faire, nous actionnerons toujours les volets judiciaires. Et j'en profite pour dire à tous les mandataires publics en appeler au respect de l'arrêt du Conseil d'État en matière des avantages des mandataires. Nous avions instruit les inspecteurs généraux des finances qui sont en encadrement aussi bien dans les établissements publics que dans les entreprises de portefeuille de l'État. Toute violation de l'arrêt du Conseil d'État C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi à Ngandajika dans la province de Lomami. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal est terminée. Bonne suite de programme à Perfect Télévision. Au revoir.